bonjour à toutes et à tous et bienvenue au deuxième webinaire sur la place des élus dans la politique Natura 2000. Je suis Aurélie Philippot et je coordonne la mission Interréseau Natura 2000 et Territoires. Et je suis accompagnée de ma collègue Léa Chariol qui est chargée de communication et qui sera la modératrice des conversations dans le chat. Juste avant de démarrer, je vous rappelle rapidement quelques consignes à suivre pendant le webinaire. Donc tout d'abord, pensez à bien couper vos micros si vous ne prenez pas la parole. Ensuite, donc, comme l'a dit Léa, vous êtes un peu plus de 200 inscrits, donc on vous invite à poser vos questions dans le chat et Léa elle se chargera de les trier et de les partager pendant des temps d'échange dédiés. Et enfin, donc le webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous invite à couper votre caméra. Donc normalement, il devait y avoir notre élu référent, Jean-Luc Blaise, qui devait introduire le webinaire, mais je pense qu'il a eu un empêchement, donc on verra s'il nous rejoint tout à l'heure, mais en attendant, on va poursuivre. Alors, je reprends. Oui, donc cette année, on a programmé 2 webinaires. Donc, le premier, il s'est tenu le 25 mai et on avait à cette occasion revu quelques prérequis sur la politique Natura 2000 et puis on avait aussi fait un zoom sur le rôle de président de comité de pilotage. Donc, si vous n'avez pas pu assister à ce webinaire, donc on a fait un replay qui est disponible sur YouTube et sur le site de la Fédération des PNR. Aujourd'hui, on vous propose de se concentrer sur les avantages économiques du réseau Natura 2000. Donc, le premier objectif de ce webinaire sera tout d'abord de démontrer qu'investir dans le réseau Natura 2000, ça a du sens et que le réseau, il peut aussi être un moteur pour l'économie locale. Donc, pour cela, on verra ensemble les multiples avantages socio-économiques que peut apporter le réseau Natura 2000. Dans un deuxième temps, voilà, on verra le panorama des financements qui participent à la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 en France, avec un zoom sur les fonds européens et la dotation biodiversité. Et dans une troisième partie, on aura donc le témoignage de 2 élus sur la mobilisation des fonds, donc avec Madame Claudine Chrétien, qui est maire de la commune de Névache, dans les Hautes-Alpes, et qui nous partagera son retour sur l'aménagement qui a été fait sur le marais de Névache avec un contrat Natura 2000. Et puis, nous aurons également le témoignage de Madame Patricia François, donc, qui est maire de la commune de Breuil-Magnier en Charente-Maritime et qui est accompagnée de son premier adjoint, Monsieur Perrineau, et qui, eux, nous feront un retour sur la dotation biodiversité. Alors, comme vous le savez déjà, le réseau Natura 2000 a été créé dans le but de protéger la biodiversité et les écosystèmes les plus menacés à l'échelle de l'Union européenne. Donc, si son rôle dans la protection du capital naturel n'est plus à démontrer, celui qu'il apporte par contre à la société et à l'économie est un peu moins connu et reconnu. Voilà, c'est surtout depuis le début des années 2000 en fait, qu'on a commencé à enregistrer un nombre croissant d'études sur les avantages socio-économiques de la biodiversité en général et sur des zones protégées en particulier. En ce qui concerne le réseau Natura 2000, il existe notamment une étude qui a été publiée en 2014 par la Commission européenne, qui a été réalisée à partir d'autres études menées dans plusieurs États membres de l'Union européenne et qui permet de mettre en avant les avantages socio-économiques du réseau Natura 2000. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une reconnaissance de ces avantages? Alors tout d'abord, c'est parce que ça peut permettre en tout cas de faire adhérer au dispositif des acteurs qui pourraient être soit réticents ou soit peu concernés par Natura 2000 et ainsi de favoriser leur mobilisation. Ça peut également permettre une meilleure prise en compte des sites Natura 2000 et de leurs enjeux dans les documents de planification territoriale. La connaissance des avantages socio-économiques, ça peut également donner accès à des financements
qui n'émargent pas forcément au financement traditionnel de Natura 2000. Donc, je pense notamment aux projets qui permettent de financer des actions de lutte contre le changement climatique. Et enfin, leur reconnaissance, elle peut également permettre d'attirer des investissements dans ou aux abords des sites Natura 2000, notamment dans le domaine du tourisme ou des loisirs. Donc, les avantages socio-économiques, on peut les classer dans plusieurs catégories. Donc là, je vais vous présenter les principales. Mais n'hésitez pas en tout cas à compléter cette liste dans le chat, soit avec vos connaissances ou soit aussi avec vos retours d'expérience. Donc tout d'abord, les sites Natura 2000 en tant qu'espace naturel préservé, ils peuvent attirer de nombreux touristes, mais aussi des habitants, voilà, qui peuvent être soit amateurs de randonnée ou soit d'activités sportives, par exemple. Et cet attrait pour la nature, il peut générer des revenus au niveau local, soit en encourageant les visiteurs à rester dans la région, ou soit en les encourageant à consommer les services locaux, tels que les hébergements ou la restauration. Il y a également de nombreux sites Natura 2000 qui sont situés dans des zones rurales et où l'agriculture est une activité économique importante. Donc le fait d'avoir des pratiques agricoles durables dans ces zones, ça va d'abord contribuer bien sûr à préserver la biodiversité, mais ça peut être également une façon de renforcer la résilience des exploitations agricoles. Le fait aussi de pouvoir contractualiser des mesures en agriculture biologique ou de mettre en place des pratiques agroécologiques, ça peut aussi permettre à ces agriculteurs d'avoir des nouveaux marchés au niveau local et puis du coup d'avoir des revenus un petit peu plus stables. Les sites Natura 2000, ils sont aussi des espaces naturels qui font l'objet de recherches, notamment pour améliorer les connaissances scientifiques. Et les avancées voilà, qui sont obtenues grâce à la recherche, ils peuvent ensuite devenir des opportunités locales, notamment pour fournir des services de conseil et de gestion environnementale. Et ils peuvent également permettre voilà, d'avoir un peu d'innovation dans les territoires. Le réseau Natura 2000, il peut aussi apporter une image positive pour les territoires, notamment en valorisant leur engagement dans la préservation de la biodiversité. Et cette image positive, elle peut être attractive pour des investissements et pour des entreprises qui peuvent être intéressées pour également bénéficier de cette image un petit peu développement rural. L'image positive des territoires, elle peut également être un facteur d'attractivité pour des nouveaux habitants et elle peut également du coup permettre d'augmenter la valeur du foncier au niveau local. Enfin, un avantage principal du réseau Natura 2000, donc c'est les services écosystémiques qu'il va fournir. Donc on peut en citer quelques-uns, comme la pollinisation des cultures avec les insectes, la purification de l'eau ou la régulation du climat. Alors bien entendu, tous ces avantages, ils sont dépendants d'écosystèmes fonctionnels et c'est bien en préservant les habitats et les espèces qui sont présentes dans le réseau Natura 2000 qu'on va pouvoir bénéficier de ces services qui sont du coup aussi à la base de nombreuses activités économiques et sociales. Alors sur cette diapositive, voilà, je souhaitais vous partager les résultats d'une enquête qui a été menée en 2010 auprès d'une centaine de personnes dans 26 pays de l'Union européenne et à qui on a demandé d'estimer sur une échelle de 1 à 5 l'importance de Natura 2000 dans la fourniture de différents services écosystémiques. Et donc comme vous pouvez voir sur le petit schéma, ce sont d'abord l'écotourisme et les loisirs, et ensuite la régulation du climat, de l'eau, pardon, qui sont jugés comme les services les plus importants fournis par Natura 2000. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la Commission européenne elle a publié en 2014 une étude sur les avantages économiques du réseau Natura 2000. Et donc, dans cette étude,
Elle a pu notamment estimer les bénéfices économiques qui sont générés par le réseau à l'échelle de l'Union européenne. Et donc la valeur des services écosystémiques, elle a pu ainsi être estimée entre 200 et 300 milliards d'euros par an. Et à l'échelle des sites Natura 2000, ils ont pu estimer que la valeur des services écosystémiques est de 50 euros à peu près à plus de 20 000 euros par hectare et par site Natura 2000. Donc, à l'heure actuelle, il faut quand même préciser qu'il est compliqué de pouvoir estimer la valeur des services écosystémiques à l'échelle du réseau Natura 2000 dans son ensemble, notamment en raison de limites qui sont inhérentes aux données, mais également aux méthodologies qui sont disponibles et qui sont utilisées. Il y a quand même quelques services écosystémiques pour lesquels on peut avoir quelques chiffres, notamment le stockage du carbone. Voilà, en 2010, donc ça date ça date un petit peu. Mais il avait été estimé que le réseau Natura 2000 pouvait stocker 35 milliards de tonnes de CO2, qui a été estimé à une valeur entre 600 et 1130 milliards d'euros. Et l'autre service écosystémique qui a pu être évalué, donc c'est celui du tourisme, avec une fréquentation évaluée à peu près 460 000 visiteurs par jour sur l'ensemble du réseau Natura 2000, avec des dépenses de visiteurs entre 50 et 86 milliards d'euros par an. Alors, au niveau national, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui a été réalisée à l'échelle du réseau voilà, et qui permettent d'estimer les bénéfices qui sont induits par Natura 2000. J'ai quand même trouvé une étude qui a été réalisée en 2008 par le CREDOC, donc c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui avait fait une analyse des coûts-bénéfices sur un site Natura 2000, qui est le site Natura 2000 de l'Arcro dans le sud de la France. Et donc cette étude, elle est intéressante puisqu'elle a pu mettre en avant le bilan net qui est produit par le site Natura 2000 et qui est à l'époque en tout cas, était de 147 euros par hectare et par an, ce qui n'est pas rien pour ce site Natura 2000 puisque c'est un site qui fait de mémoire un peu plus de 13 000 hectares. Au niveau national, il existe l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, donc l'EFES. Alors ça, c'est une démarche qui existe depuis 2012 et qui a été initiée par le ministère de la Transition écologique. En fait, c'est une plateforme qui permet de regrouper un ensemble de travaux sur les écosystèmes et leurs services. Donc, je vous ai mis le lien si jamais vous souhaitez aller consulter les documents qui sont en ligne. Il y a notamment une série d'évaluations nationales qui a été faite sur les services par grand type d'écosystème. Et ces évaluations, elles sont accompagnées de messages clés à l'attention des décideurs. Donc, ce n'est pas des documents qui sont spécifiques au réseau Natura 2000, mais c'est quand même des documents qui peuvent vous intéresser, notamment pour avoir des messages clés à faire passer lorsque, par exemple, vous devez construire des argumentaires à l'attention des acteurs de vos sites Natura 2000. C'est également des messages qui peuvent vous intéresser, notamment lorsque vous rédigez des documents de gestion, notamment les DOCOB, voilà, pour avoir un petit peu des arguments aussi scientifiques à mettre en avant. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que les FES est pilote de 2 sous-actions de la stratégie nationale des aires protégées, donc ce qu'on appelle la SNAP. Donc, il y a une première sous-action qui consiste à recenser tous les programmes qui vont permettre d'évaluer les services écosystémiques dans les aires protégées et ensuite d'élaborer un guide de bonne pratique dans la gestion des aires protégées. Donc cette sous-action, elle est en cours et elle devrait normalement se finaliser cette année. Donc voilà, je vais essayer de récupérer un petit peu toutes ces informations et de vous les communiquer par la suite. Et la deuxième sous-action qui est aussi intéressante, c'est que dans le cadre d'une expérimentation, ils vont aussi lancer dans une série d'aires protégées des programmes qui vont permettre d'analyser ces services écosystémiques présents et voilà, à préserver, à valoriser et à restaurer le cas échéant.
Donc cette deuxième sous-action, il me semble qu'elle devrait être lancée à l'automne. Donc voilà, c'est également une sous-action qu'il nous faudra suivre, notamment pour voir si des sites Natura 2000 sont concernés par ces expérimentations. J'essaie de passer là, voilà. Donc j'ai terminé pour la première partie sur les avantages socio-économiques. Léa, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques à partager. Alors, j'ai eu quelques remarques que je vous laisserai découvrir dans le chat. En revanche, je viens d'avoir tout juste une question donc de Martin Delaunay, donc Terre de Vie en Lozère, qui demande, enfin, du coup, qui introduit sa question par une première réaction. Donc, pour l'argument sur l'agriculture durable, l'interdiction des produits phytosanitaires et la mise en place des prairies sensibles sur les sites Natura 2000 rendent très délicat le dialogue avec certains maires des communes rurales où les maires sont parfois également des agriculteurs. Avez-vous des arguments plus impactants? Alors pour le décret pesticides, effectivement, il est sorti en novembre 2022. Il va être suivi d'un guide d'accompagnement qui devrait paraître normalement cette année et qui permettra notamment au service de la préfecture des DRAF et DREA les régions de le mettre en place. Donc pour le moment, le contenu n'est pas connu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une volonté de maintenir de la contractualisation sur les sites Natura 2000 et de ne pas passer au réglementaire de manière directe, mais vraiment dans des cas très particuliers. Donc je pense que quand le guide d'accompagnement sortira, il faudra effectivement faire de la communication sur ce décret pour rassurer et expliquer voilà, un petit peu la démarche pour mettre en place ce décret. Voilà. Je sais pas, il me semble que normalement le ministère devait participer au webinaire, donc je ne sais pas si les personnes du ministère sont présentes et si elles veulent compléter mes propos sur le décret pesticides. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Oui, Non, Jean-Baptiste. non mais enfin, c'est dans le même esprit de ce que tu indiquais, hein, l'esprit de l'encadrement des produits phytosanitaires, ce n'est absolument pas de venir imposer des éléments réglementaires de façon systématique et dans tous les sites Natura 2000, mais au contraire, c'est de reconnaître que Natura 2000, c'est un réseau de 1756 sites avec des enjeux différents, avec des territoires différents, avec des acteurs différents. Et donc du coup, le principe de cette déconcentration du pouvoir d'encadrer les phytos au préfet de département, c'est que dans le cadre de l'espace de discussion qu'est le comité de pilotage, on puisse avoir des éléments pour discuter sur le comment on vise pour faire une trajectoire d'amélioration, c'est-à-dire d'embarquer tout le monde vers la réduction de l'usage de ces produits phytosanitaires dans les sites qui ont un enjeu lié à cette substance-là. Donc c'est pas dans tous les sites, mais c'est les sites en enjeu. Et en essayant de développer et d'aller au bout du modèle contractuel de Natura 2000 et de ne prendre des arrêtés départementaux qu'en dernier recours et vraiment lorsqu'on a épuisé tout le modèle contractuel de Natura 2000. Donc, le décret phyto, c'est on poursuit ce qu'a fait Natura 2000, mais on essaie d'aller plus loin sur un sujet particulier que sont les produits phytosanitaires. Et on ne vient pas remettre en cause ce qui a été fait, et au contraire, on essaie d'inciter à juste aller plus loin sur le fondement et le modèle de Natura 2000, qui est le modèle contractuel, la contractualisation, la transition agroécologique, etc. Voilà, c'est ce que tu indiquais, Aurélie. Merci Baptiste. Léa, je te laisse me dire s'il y a d'autres remarques ou questions, sinon on Non, continue. il n'y a pas d'autres questions. Il y a des petits partages de retours d'expérience, D'accord. mais pas de questions significatives. Ah bah alors je poursuis. Du coup, dans la deuxième partie, voilà, on va parler des leviers financiers pour mettre en œuvre le réseau Natura 2000. Donc, avant de parler des sources de financement disponibles, il faut tout d'abord identifier qui peut faire l'objet de ces financements. Donc, concernant le réseau Natura 2000, il y a plusieurs types de postes de dépenses qui sont l'élaboration et la révision des documents de gestion, donc les DOCOB, l'animation des DOCOB, les contrats Natura 2000, ni agricoles, ni forestiers et forestiers,
et les mesures agro-environnementales et climatiques que l'on appelle également les MAEC. Donc, il faut tout d'abord savoir que l'Union européenne, elle fonctionne avec un cadre financier pluriannuel. Donc, c'est un plan qui va traduire les priorités de l'Union européenne en termes de dépenses et qui établit pour une période de 7 ans. Donc actuellement, nous sommes sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. Le budget européen, il est d'environ 1074 milliards d'euros et ce budget, il est majoritairement financé par les États à plus de 70%. Le reste du budget, il va provenir de ressources propres à l'Union européenne, qui sont la TVA et également des droits de douane qui sont perçus sur les importations. En termes d'ambition, il est prévu de consacrer à partir de 2026 10% des dépenses annuelles aux objectifs en faveur de la biodiversité, contre 7,5% à partir de 2024. Et donc, dans ce cadre financier pluriannuel, on va trouver 7 grands postes budgétaires, dont un poste qui s'appelle ressources naturelles et environnement, voilà, qui bénéficie d'un financement de près de 374 milliards d'euros et voilà, qui est le poste qui va concerner les dépenses liées à la biodiversité. Ce cadre financier pluriannuel, il a été abondé depuis de plus de 800 milliards d'euros par le plan de relance Next Generation à la suite du Covid pour soutenir l'économie et créer des emplois. Alors le poste ressources naturelles et environnement, c'est dans ce poste-là, donc on va retrouver les différents fonds européens qui vont concerner la biodiversité et Natura 2000. Donc je vais juste vous les présenter rapidement et on les reverra en détail un peu plus tard. Donc, on va notamment retrouver les 2 fonds qui viennent financer la politique agricole commune, donc le FEAGA et le FEADER. On va également trouver le FEADER, que vous devez connaître. Le FEAMPAR, qui est le financement pour la pêche et l'aquaculture. Il y a également le fonds de cohésion qui permet de soutenir les régions défavorisées, et donc qui est un fonds qui n'est pas ouvert en France. Et enfin, on a également 2 programmes, le programme LIFE et le programme Horizon Europe, qui est un programme qui vient financer des projets de recherche et d'innovation. Pour Natura 2000, au niveau de la Commission européenne, il existe aussi un document spécifique qu'on appelle le cadre d'action prioritaire, qui a été mis en place en 2013 par la Commission européenne et qui est un outil de planification stratégique annuel, toujours établi sur 7 ans, donc toujours pour la période 2021 et 2027. Et ce cadre d'action prioritaire, il permet à la Commission européenne d'avoir une vue d'ensemble complète de toutes les mesures qui sont nécessaires à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à la mise en œuvre des infrastructures vertes qui sont associées au réseau Natura 2000. Et donc, ce cadre d'action prioritaire, en fait, il se fonde sur un article de la directive Habitat, qui est l'article 8, et qui oblige les États membres à communiquer à la Commission européenne leurs estimations relatives au cofinancement nécessaire voilà, pour mettre en place la politique Natura 2000 dans leur territoire. Donc, dans ce cadre d'action prioritaire, on va retrouver donc pour chaque État membre les mesures nécessaires à mettre en œuvre Natura 2000, les mesures d'infrastructure verte qui sont nécessaires à la cohérence du réseau, que ce soit à l'intérieur de l'État membre, mais aussi au niveau transfrontalier. Et voilà, les besoins aussi en financement, en reliant ces besoins avec les programmes de l'Union européenne, donc en les reliant aux programmes voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, en ce qui concerne les programmes qui permettent de mobiliser des fonds pour Natura 2000, donc on va retrouver les fonds pour la politique agricole commune, donc le FEAGA et le FEADER.
Le FEAGA, c'est le fonds principal de soutien aux agriculteurs. C'est ce fonds qui permet de financer le premier pilier de la PAC. C'est également le FEAGA qui va financer l'éco-régime, donc les mesures HVE, agriculture biologique et les infrastructures agroécologiques. Et c'est le FEAGA aussi qui finance la conditionnalité PAC. Donc ces mesures, je vous les ai indiquées pour Natura 2000 parce qu'elles sont éligibles dans les sites Natura 2000, mais ce sont également des mesures qui sont accessibles à tous les agriculteurs, quelle que soit leur situation géographique. On va également trouver le fonds FEADER que vous devez bien connaître. Le fonds FEADER, il permet de financer toutes les mesures éligibles à Natura 2000. Donc les MAEC, les contrats Natura 2000, l'élaboration et la révision des DOCOM, l'animation des sites Natura 2000 et le FEADER, il permet également de financer les mesures de conversion à l'agriculture biologique. Donc, au niveau national, il existe un plan stratégique qu'on appelle le PSN, qui est élaboré par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et les conseils régionaux. Ce sont les régions qui déclinent ce PSN à leur échelle et les régions sont également autorités de gestion des mesures FEADER hors surface. Voilà, il faut savoir que les mesures FEADER surface sont gérées par le ministère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire autorité de gestion? Ça veut dire que ce sont les régions qui vont définir les modalités de mise en œuvre du dispositif sur leur territoire, donc celles qui vont décider du type de bénéficiaire des mesures, des dépenses qui sont éligibles et également du taux d'aide publique associé. Un autre fonds qui est important pour le réseau Natura 2000, donc c'est le fonds FEDER. Donc le fonds FEDER, il permet également de financer pas mal de mesures Natura 2000, donc les contrats, la révision et l'élaboration des DOCOM, l'animation des sites Natura 2000. Par contre, il ne peut pas venir financer les MAEC. Donc il n'y a pas d'intervention du ministère sur ce fonds-là, ce sont des échanges qui se font directement entre la Commission européenne et les régions. Donc les régions, elles vont définir les mesures qu'elles souhaitent financer sur le fonds FEDER dans un programme opérationnel, puisque ce sont également les régions qui sont autorités de gestion de ce fonds-là. Donc il faut savoir que, donc, comme on l'a vu, le fonds FEDER et le fonds FEADER, en fait, elles peuvent financer le même type de mesures. Et donc ce sont les régions qui vont décider si elles font appel à du FEDER ou à du FEADER pour venir financer soit l'élaboration ou l'animation ou les contrats naturels. Ce sont après des stratégies régionales politiques qui sont faites. L'autre fonds mobilisable qui est un petit peu moins connu, puisqu'il est un peu plus particulier, donc c'est le FEAMPA, le Fonds pour la pêche et l'aquaculture. C'est un fonds qui permet de financer des actions de gestion, de restauration de suivi. Voilà, il n'existe pas de MAEC et de contrat Natura 2000 pour les sites marins, donc c'est pour ça que ce ne sont pas des mesures qui sont éligibles au FEAMPA. Ce fonds, il est directement géré au niveau national par le ministère en charge de l'agriculture et les régions littorales donc, qui peuvent prétendre à ce fonds, en fait, elles sont qualifiées d'organismes intermédiaires, ce qui signifie que ce sont elles qui vont mettre en œuvre certains dispositifs qui sont prévus dans ce programme national. Enfin, le dernier fonds important pour Natura 2000, c'est le fonds programme LIFE. Donc le programme LIFE, il est intéressant parce qu'il peut débloquer des financements qui sont très importants, peut-être des fois des centaines de milliers d'euros. Et il est également intéressant parce qu'il peut permettre de financer des projets sur du temps assez long. Donc, voilà, on peut par exemple proposer un live sur 10 ou 15 ans. Voilà, donc ça permet d'avoir le temps de développer des actions. Les fonds LIFE, ils sont gérés directement par la Commission européenne qui va lancer des appels à projets annuels pour
récolter des candidatures. Il y a 4 sous-programmes LIFE, dont un sous-programme Nature et Biodiversité, qui est le sous-programme qui peut le plus vous intéresser, puisque c'est celui qui va permettre de proposer des projets pour la restauration ou la préservation d'espèces d'intérêt communautaire. Donc en France, il n'y a pas de document national, mais le ministère a développé une assistance pour les porteurs de projets français pour les accompagner dans le montage de leur projet LIFE et notamment pour avoir un taux de réussite un peu plus important au niveau national. Voilà, et le ministère aussi propose chaque année une réunion nationale d'information qui s'appelle l'Info des France. Donc la réunion pour 2023 est passée, il me semble qu'elle était en avril, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, le replay est disponible sur le site du gouvernement. Ce qui est important de savoir, c'est que toute aide de l'Union européenne doit venir en complément d'un autre financement national, qu'il soit privé ou public. C'est ce qu'on appelle la règle de cofinancement. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau, pour chaque fonds européen, on a des règles de cofinancement, des taux de cofinancement qui sont différents et qui sont fixés dans les règlements européens. Pour les fonds européens qui sont gérés par les régions, notamment le FEADER et le FEDER, les régions ont la possibilité de proposer des taux de cofinancement inférieurs aux taux de cofinancement qui peuvent être prévus dans les règlements européens. C'est notamment par exemple le cas pour le FEADER, avec la région Aura et la région Île-de-France, voilà, qui a proposé un taux de cofinancement de 43%, alors que les autres régions sont à un taux de cofinancement de 63%. Donc, qui peut venir en contrepartie de ces cofinancements européens? Donc, tout d'abord, les conseils régionaux qui vont apporter les cofinancements pour l'élaboration des contrats, l'animation des DOCOM, l'élaboration et la révision des DOCOM. On a ensuite le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui vient cofinancer les MAEC. Les agences de l'eau qui sont également des partenaires très importants, notamment pour les MAEC et également pour les contrats Natura 2000. Et puis, comme autre contrepartie publique, on va aussi trouver des collectivités locales, donc les départements, mais aussi les collectivités territoriales qui sont les structures porteuses de sites Natura 2000, qui peuvent notamment intervenir en autofinancement, par exemple sur l'animation des DOCOM. Donc tous ces financeurs soit interviennent en contrepartie des fonds européens, ils peuvent aussi intervenir en top-up, c'est-à-dire en financeur additionnel. Donc le top-up, en fait, c'est quand le financeur prend à sa charge l'ensemble de la dépense sans qu'il y ait une contrepartie européenne. C'est notamment souvent le cas avec l'agence de l'eau qui intervient en top-up pour financer des MAEC, notamment quand les fonds européens FEADER commencent un petit peu à manquer. Donc là, je vous ai fait un petit panorama des financements voilà, qu'on a vus ensemble auparavant. Il y a également, en plus de ce financement-là, d'autres sources de financement voilà, qu'on ne va pas forcément aborder aujourd'hui, mais on va quand même voir une nouvelle source de financement voilà, qui est assez récente et voilà, qui est la dotation biodiversité, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc la dotation biodiversité, son vrai nom, c'est dotation de soutien pour la valorisation de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Cette dotation, elle a été créée en 2019 dans le cadre de la loi de finances et son objectif, c'est de soutenir financièrement les communes rurales qui ont une part importante de leur territoire dans une aire protégée, donc qui est consacrée à la protection de la biodiversité.
Cette dotation, elle est intégrée à la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement, et elle est reversée automatiquement aux communes qui sont éligibles. Donc, il n'y a pas de demande particulière à faire auprès du ministère pour la percevoir. Et donc, la particularité de cette dotation, comme elle est intégrée à la DGF, c'est qu'il n'y a pas d'obligation concernant son utilisation. Donc là, on parle de libre administration des collectivités territoriales. La dotation, elle a été à la base créée en 2019 uniquement pour les communes qui étaient couvertes par un site Natura 2000 sur leur territoire terrestre. Et voilà, entre 2019 et 2022, elle a été progressivement élargie à d'autres communes. Et donc maintenant, enfin en tout cas en 2023, cette dotation, elle peut également être perçue par des communes qui sont dans un parc naturel marin, un parc national ou un parc naturel régional. Alors, les critères d'éligibilité pour Natura 2000 en 2023, donc il y en a 3. Donc, le premier pour être éligible, c'est d'avoir une commune de moins de 10 000 habitants. Il faut également que le potentiel financier par habitant il soit inférieur au double du potentiel financier moyen des communes de la même strate démographique. Et enfin, le troisième critère, c'est que le territoire terrestre de la commune il soit couvert à plus de 50% par un site Natura 2000. Il faut également savoir que la dotation au titre de Natura 2000, elle est cumulable avec les autres fractions. Donc, ce qui signifie que, par exemple, si une commune est dans un parc naturel régional et dans un site Natura 2000, et qu'elle répond aux critères d'éligibilité de ces deux fractions, elle va pouvoir percevoir la dotation au titre de Natura 2000 et au titre du parc naturel régional. Donc, une fois que les communes ont répondu à ces critères d'éligibilité, donc il va y avoir un calcul de l'attribution individuelle qui va leur être versée. Donc, pour Natura 2000, l'attribution individuelle, elle est calculée au prorata de la population et également de la part de la commune en Natura 2000. Donc, ce qui signifie que plus la commune va se rapprocher des 10 000 habitants et plus elle va avoir un pourcentage élevé sur son site sur sa commune et plus le montant de sa dotation va être élevé. Pardon. Donc là, je vous ai fait une petite synthèse dans un tableau de l'évolution de la fraction Natura 2000 depuis sa création, voilà, pour vous montrer un petit peu les principales évolutions qui ont été faites. Donc en 2019, là, je vous ai remis les critères de base qui étaient à l'époque, donc moins de 10 000 habitants. Il fallait à l'époque que le territoire soit recouvert à plus de 75% par un site Natura 2000 et que le potentiel fiscal par habitant il soit inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen. À l'époque, donc le montant de la dotation pour Natura 2000 était de 5 millions d'euros et donc pour commencer, on avait un peu plus de 1100 communes qui étaient éligibles. En 2020, il y a eu une première modification sur les critères voilà, qui a concerné le potentiel fiscal qui est passé à 2 fois le potentiel fiscal moyen. Et on a aussi eu une petite augmentation de l'enveloppe, ce qui a permis de récupérer quelques communes, puisqu'on est passé à 1223 communes en 2020. En 2021, il n'y a pas eu de modification, donc on a eu à peu près le même nombre de communes éligibles à la dotation. En 2022, il y a eu pas mal de changements. Alors tout d'abord, il y a le seuil qui a été abaissé pour la part en Natura 2000. On est passé à plus de 50% au lieu de 75%. Voilà, on a changé aussi les termes. On parlait plus de potentiel fiscal par habitant, mais de potentiel financier par habitant. Et voilà, l'année 2022 aussi, elle a été marquée par l'introduction d'un plafond minimum de 1 000 euros. Voilà, il faut savoir que jusqu'à présent, il y avait des communes qui percevaient entre 300 et 400 euros de dotation, notamment pour les petites communes avec peu d'habitants. Voilà, ce qui paraissait peu suffisant en tout cas pour pouvoir les mobiliser et les inciter à mettre en place des actions. L'année 2022, elle a été aussi marquée par une forte hausse de l'enveloppe financière, puisqu'on est passé de 5,5 millions d'euros à 14,8 millions d'euros, ce qui a permis quasiment de doubler le nombre de communes éligibles à la dotation.
Et enfin, en 2023, on a également une évolution des critères avec une hausse du plafond minimum qui passe de 1 000 euros à 3 000 euros. Donc, ce qui signifie qu'une commune, dorénavant, ne peut pas toucher moins de 3 000 euros de dotation qu'elle ait 30 habitants ou 400 habitants. Et 2023 aussi est marqué par une nouvelle hausse de l'enveloppe budgétaire. Donc, il n'y a pas eu d'évolution sur le nombre de communes éligibles, mais par contre, les communes éligibles, elles ont perçu une dotation qui était plus importante en 2023 qu'en 2022. Alors pour 2024, pour le moment, on connaît pas les critères puisqu'ils vont être votés dans le cadre de la loi de finances pour 2024, donc qui devrait être votée en fin d'année normalement. Voilà, il y aura un décret d'application qui viendra détailler un petit peu ces critères, les montants et pour chacune des fractions éligibles. Voilà, la seule chose qu'on connaît, donc, c'est l'annonce qui a été faite par la Première ministre sur l'enveloppe qui devrait être de 100 millions d'euros. Voilà, pour comparaison, l'enveloppe totale pour 2023 était de 41 millions d'euros. Ouais. Donc, j'ai terminé ma présentation sur la partie 2. Je vois que, et de toute façon, qu'il y a des mains levées, Léa. Alors oui, il y a quelques mains levées, il y a eu pas mal d'échanges aussi D'accord. dans le chat. On va peut-être laisser la parole à Jérémy parce que je crois que ça Oui. fait un petit moment qu'il lève la main en plus. Et puis comme ça, moi, ça me permet de faire un peu le tour de ce qui s'est passé dans le chat. Comme ça, je gagne un petit peu de temps. Allez-y, Jérémy. Oui, merci Léa. En fait, c'était juste pour apporter une précision pour pas qu'il y ait de malentendus sur les taux de cofinancement liés au FEADER. Ce n'est pas que la région Île-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes ait choisi d'avoir un taux à 43%. Ce taux a été fixé par la Commission européenne au titre de la période de programmation 2023-2027. Donc effectivement, on a une scission entre le reste des régions pour lesquelles le taux de cofinancement du FEADER est de 63% et Île-de-France et Rhône-Alpes pour lequel le taux est de 43%. Et ça me permet de rebondir sur le message de Nathalie qui expliquait Mm. qu'en Occitanie, le taux était à 80%. Effectivement, le règlement européen permet pour les mesures environnementales et notamment Natura 2000 de monter le taux de cofinancement à 80% maximum. Donc c'est le choix qui a été fait en Occitanie, c'est le choix qui a été fait, semble-t-il, dans pas mal de régions, puisque ça permet ensuite d'avoir juste 20% de contrepartie à apporter pour atteindre le taux d'aide publique de 100%. Voilà, c'est juste une petite clarification pour ne pas inquiéter les collègues qui seraient dans ces deux régions-là et pour lesquels on les aurait pu croire que le taux de cofinancement était plus bas. Important, je crois. Merci en tout cas. Voilà, je vous en prie. On a également une main levée du côté de Fabienne Grebert. Oui, bonjour Fabienne Grébert. Moi, je suis élue à la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis présidente de comité Natura 2000 au titre de mon poste de vice-présidente du PNR des Bauges. Je m'inquiète sur ce qui a été dit parce que qu'est-ce qui justifie des taux de financement de l'Europe différents entre 43 à 80%? Qu'est-ce qui fait qu'on accorde 43% en Aura et 80% en Occitanie? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris cette différence et ce manque d'équité entre les territoires. Alors, en fait, alors, je me permets de répondre, Aurélie, mais à moins que tu Oui, veuilles vas-y, que. oui. OK. En fait, le taux de base du cofinancement FEADER, il est de 43% pour l'ex-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Donc, ce qui entend qu'en région Auvergne ou l'ex-Auvergne, on est bien à 63%. Donc, ça, c'est le taux de base. Cela étant dit, les règlements européens permettent de bonifier ce taux pour le faire monter jusqu'à 80%. Pour les mesures de protection de l'environnement. Donc potentiellement, si la région choisit de s'en saisir, elle peut bonifier ce taux de 43 ou de 63 jusqu'à 80%. Donc là, on parle bien du taux de cofinancement du FEADER, puisque le taux d'aide publique, c'est-à-dire les subventions qui vous sont apportées, normalement, ça couvre 100% de l'aide dans ce qui a été retenu par les régions. C'est juste que sur la base de 100%, vous aurez 63% ou 80% de FEADER et le reste en contrepartie nationale qui sont normalement apportés par la région. Et en fait, il y a pas. Donc, en fait, le taux de base, c'est surtout pour des mesures agricoles type investissement ou des mesures forestières type investissement en forêt. Mais du coup, sur la Natura 2000, je pense que la plupart des régions auront fait le choix de bonifier ce taux pour aller jusqu'à 80%. D'accord. Et si la région ne le fait pas, c'est qu'elle a choisi uniquement de faire le service minimum dans ses territoires, c'est ça? Non, pas forcément. La région peut décider soit d'appliquer un taux à 43% ou à 63% et bah, du coup
compenser le reste pour atteindre 100% avec des crédits propres, soit le bonifier à 80% et n'apporter que 20%. Après, encore une fois, ce qui va changer entre 2014-2022 et 2023-2027, c'est que le taux d'aide publique, il est maintenant maximum. Donc, en fait, précédemment, le taux, il était fixe. Donc, on avait forcément 100% d'aide sur Natura 2000. Aujourd'hui, les régions ont le choix soit de le fixer à 100% comme un taux max, soit d'être à 80%, 70%, etc. Globalement, de ce qu'on a vu côté ministère, c'est que les régions vont aller sur un taux à 100% sur Natura 2000 dans toutes les régions, normalement. Dans toutes les régions. D'accord. Normalement. Donc, un financement, pas d'autofinancement dans aucune région. Alors, Euh, la question de l'autofinancement, c'est important. C'est qu'en fait, donc du coup, sur l'animation, l'autofinancement va dépendre du choix de la région. Sur les contrats, vous savez que pour les travaux, les collectivités sont censées apporter 20% d'autofinancement au projet. Donc ça, on ne peut pas déroger au code des collectivités. Mais sur l'animation, ça sera au choix des régions de demander ou pas aux bénéficiaires d'apporter l'autofinancement. d'accord. Mais ça crée une rupture d'égalité entre les collectivités territoriales. On est bien d'accord là-dessus. Alors ça, en fait, précédemment, les services déconcentrés de l'État, donc les DREAL qui étaient aussi qui s'occupaient des dossiers d'animation ou des DDT, pouvaient aussi demander des participations sur certains dossiers aux collectivités pour lesquels on estimait que l'assise financière était plus importante, par exemple des BNR ou des conseils départementaux, etc. Euh, ça dépendait un peu, effectivement, de chacun faisait son plan de financement un peu comme il l'entendait. Il n'y avait pas une consigne nationale applicable à tous. On a également une main levée du côté de Jean-Luc Blaise. Jean-Luc. Juste un petit mot sur la dotation biodiversité à l'unité rurale, hein, ce qui est prévu pour 2024. Au niveau des réseaux, on fait remonter un certain nombre de propositions préalables à la mise en œuvre du décret qui va fixer les critères. Et on s'inquiète un petit peu du critère qui prendrait en compte plus le nombre d'habitants que la surface même de l'aire protégée, quoi, hein. On voit des très petites communes qui ont des grandes surfaces d'aires protégées et de fait, ils auront moins de dotation qu'une grosse commune, de moins de 10 000, on est d'accord, mais une grosse commune qui aurait une petite surface en aire protégée. Donc, c'est quelque chose qui normalement devrait remonter et j'espère que ce sera entendu. Il y a peut-être un ratio à faire, un équilibrage là-dessus, quoi. Je ne sais pas si Baptiste ou Jérémy ont des infos là-dessus, mais c'est trop tôt, je pense, encore pour pouvoir se prononcer. J'ai d'autres réactions, ouais, pardon. Ouais, il faut juste noter l'énorme effort qui est fait, hein, depuis 2019. Moi, pour vous donner l'exemple, ma petite commune de 35 habitants, mais qui a un énorme site Natura 2000, enfin presque tout le territoire en Natura 2000, en réserve naturelle et dans un parc, je suis passé de 500 euros à 6 000 euros en 40 ans de dotation. Alors, ça paraît encore peu, mais l'effort, il est tangible quand même. Voilà. C'est pour répondre à quelqu'un qui disait la dotation n'est pas énorme. Mais c'est vrai que on constate c'est des remontées de terrain que j'ai beaucoup moi dans mon territoire et on l'a eu aussi dans nos différentes réunions du réseau. C'est que effectivement il y a des communes qui se disent ouais, il y a une grosse commune déjà bien riche, elle a touché beaucoup plus que moi alors que j'ai beaucoup plus de territoire en Natura 2000 qu'elle, quoi. Donc c'est vrai effectivement des choses qu'on entend souvent, quoi. Merci. Effectivement, c'est un petit peu ce qui est remonté dans le chat, hein, cette question de disparité en fait, de financement entre différentes communes, certaines qui touchent beaucoup, d'autres un petit peu moins, et comment s'explique un petit peu ce choix. On a notamment une question, Aurélie, sur le fait qu'il existe ou non un simulateur qui permettrait de connaître un petit peu le montant de la dotation auquel la commune aurait droit. Est-ce Non, que non, ça existe? Non, c'est vraiment l'étude ça de dossier au n'existe cas par pas. cas. Ça n'existe pas parce que c'est des calculs qui sont faits au niveau du ministère, voilà, avec des données qui récupèrent notamment pour le taux de recouvrement Natura 2000, c'est des données qui sont récupérées par Patrinat à l'échelle nationale. Donc, c'est des données auxquelles on n'a pas forcément accès. Voilà. Après, pour les parcs, les critères sont plus faciles à calculer. Du coup, c'est vrai que pour les parcs, j'arrive à faire des simulations de dotation en interne pour pouvoir à peu près estimer quel sera le montant par commune, mais c'est toujours un peu délicat de faire ces estimations parce qu'en fait, je les fais toujours sur les chiffres de l'année précédente, puisque la dotation, elle est calculée
sur par exemple, sur la population qui est prise en compte, c'est la population. Disons que les données, elles sortent souvent au mois d'avril, une fois que la dotation est déjà perçue. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a pas de calcul possible à faire, sauf si vous-même, vous créez votre tableau Excel, comme moi, je peux le faire pour les parcs, voilà, pour faire des estimations. Et on va peut-être prendre, si on a le temps, une petite dernière Oui. question Oui. donc du coup, on a une question qui demande en fait comment est née cette dotation et comment explique-t-on pardon, qu'elle est présentée comme une compensation pour un dispositif contractuel. Oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Sur son historique je sais juste que c'était Joël Giraud à l'époque qui était ministre, enfin secrétaire d'État en charge de la cohésion des territoires qui avait fait cette proposition dans la loi de finances. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas, en fait, elle n'a pas été poussée par le ministère de l'Environnement, mais par le secrétaire général de la cohésion des territoires. Et après, j'aurais du mal à répondre à la deuxième partie de la question. Je sais pas, je suis désolée, ministère, si vous avez un peu plus d'informations là-dessus ou pas. Sinon, je creuserai et je... On creusera et on complétera dans Oui, le oui, compte rendu. oui, parce que je sais Oui, que... bonjour. Oui, Je ne sais pas si vous entendez Pascal Bargerelli. Je travaille aussi. Pardon, j'ai pas la caméra marche pas très bien. Je travaille d'accord, aussi au bureau des outils territoriaux de la biodiversité à la DEB. d'accord. Donc en fait, c'est pour vous expliquer. Enfin, vous expliquer. En fait, cette dotation, elle s'inscrit dans le contexte de la diminution de la compensation de l'exonération de taxes foncières sur le non bâti pour les contrats et les chartes, qui est initialement de 100% et qui est maintenant à 22,39%, je crois. Et donc ce montant enfin, c'est passé en plusieurs étapes de 100% à ce montant, à cette compensation à 22%. Et du coup, dans ce contexte de diminution de cette compensation d'exonération, il y a eu une volonté de trouver des moyens pour que les communes, notamment les petites communes, puissent bénéficier d'une dotation liée à Natura 2000, enfin de moyens financiers supplémentaires liés à Natura 2000. En fait, c'est né dans ce contexte-là. C'était juste pour la petite explication. Bah, merci, c'est intéressant. Merci beaucoup, Pascal. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Je vous propose qu'on les note, nous, de notre côté. On viendra y Oui, apporter de toute façon, une réponse autant que possible dans le compte rendu. Je vois juste, par contre, que Jean-Luc a relevé la main. Et puis après, on passera au témoignage d'élus. Complément. Dans ton PowerPoint, tu nous présentes la dotation DGF. Depuis l'an dernier, elle est clairement identifiée dans les subventions qui sont données aux mairies comme dotation biodiversité aménité rurale, hein. Elle est plus à la DGF, même si elle répond aux mêmes règles juridiques et tout ça. Elle est clairement identifiée. Et pour 2024, ce qu'il faut noter quand même, qui est important, c'est que l'ensemble des aires protégées, il n'y aura pas que les PNR, les parcs nationaux, les parcs marins, l'ensemble des aires protégées vont être prises en compte pour cette dotation, hein, Et alors, ça veut dire que même si l'enveloppe augmente beaucoup, on risque de voir de nombreuses nouvelles communes rentrer dans la dotation. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont déjà dotés vont voir leur dotation forcément augmenter dans des proportions trop importantes. oui, effectivement. De toute façon, dès qu'on aura un peu plus d'informations sur le contenu de l'article qui fera référence à la dotation, on vous en tiendra informé, notamment par mail. Oui, effectivement, je vous propose qu'on passe à la partie avec le témoignage des élus. Et puis, comme l'a dit Léa, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, voilà, on les intégrera dans le compte rendu. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Madame Chrétien, qui est maire de la commune de Névache. Si vous êtes toujours connectée, Madame Chrétien. Voilà, je vous laisse la parole déjà pour vous présenter, présenter un petit peu votre site Natura 2000. Voilà, j'ai mis une petite diapositive avec quelques photos. Et puis pour aussi nous expliquer un petit peu le projet que vous avez mis en place sur votre commune avec le contrat Natura 2000. Eh bien, bonjour à tous.
Donc, Claudine Chrétien, je m'excuse, mais la connexion est pas bonne. Donc, j'ai mis juste la caméra temporairement, mais je vais éteindre la caméra pour que tout le monde m'entende bien. Pas de souci. Voilà. Voilà, donc Claudine Chrétien, donc maire de Névache. Comme vous le voyez, Névache, c'est une commune au nord du département des Hautes-Alpes et à la frontière avec l'Italie et la Savoie. Donc, je suis élue maire depuis 2020, mais en fait, c'est mon deuxième mandat. Et lors de mon premier mandat, j'ai été élue présidente du COPIL du site Claré, site Natura 2000, donc qui s'étend sur 5 communes pour un total de à peu près 26 000 hectares. Donc, c'est un territoire de montagne qui s'étale de 1300 à 3200 mètres d'altitude. C'est un site inscrit dans le réseau Natura 2000 au titre de la directive Habitat Faune Flore et 96% du site en habitat d'intérêt communautaire. Je souhaite préciser que ce territoire, ces 26 000 hectares, en fait, en 92, a été est devenu site classé. Donc, on avait une protection des paysages, mais nous n'avions pas de protection environnementale. Et donc, en 2015, est arrivé Natura 2000 pour avoir ce volet biodiversité. Donc, c'est un site à forte valeur patrimoniale où des nombreuses espèces protégées et des habitats sont préservés. Et c'est un site sur lequel il y a un fort enjeu sur les zones humides et notamment le marais de Névache. Il faut préciser aussi que nous sommes un site à très forte fréquentation touristique, notamment l'été, mais aussi l'automne et l'hiver, puisque l'hiver, nous sommes une station de ski. Alors, donc, Natura 2000, on a fait un contrat Natura 2000 sur une zone humide qui longe le village de Névache. Cette zone humide, elle représente à peu près 30 hectares sur 1600 mètres d'altitude. C'est un des plus grands ensembles tourbeux du Briançonnais et qui abrite des milieux et une flore particulièrement remarquables. Elle accueille une flore de milieu froid et des espèces connues dans la partie septentrionale de l'hémisphère nord ou dans la zone euro-sibérienne. Donc, sur cette zone, il y a une zone qui est fréquentée par des piétons qu'on appelle la Gravière, qui se situe entre 2 hameaux de Névache, de Villebasse à Ville-Haute. Et donc, on a souhaité construire un aménagement pour éviter éviter le piétinement de ces milieux et canaliser les déplacements. Donc, pour cela, on a constitué un contrat Natura 2000 pour réaliser un caillebotis en bois brut et mettre des panneaux d'information. Donc, il s'intitulait, je vais vous donner le titre, donc mise en place d'un caillebotis pour l'aménagement et la mise en défense du marais de Névache. Et pour cela, 2 mesures Natura 2000 ont été sollicitées. La N24 pays, travaux de mise en défense et de fermeture ou d'aménagement des accès, et la N26 pays, aménagement visant à informer les usagers pour limiter l'impact. Ce caillebotis, donc c'est 90 mètres linéaires sur 1,30 m de large, un panneau de sensibilisation et de la signalétique. Pour ce qui est du financement,
Donc, le FEADER a abondé à 53%, l'État 27%, et voilà, l'autofinancement de la commune, donc 20%, pour un montant total de coût de 24 980 euros. Pour ce qui est du planning du projet, donc on a commencé en octobre 2018 pour notamment avoir les mandats d'autorisation de travaux parce que ça traverse des propriétés privées. Donc, on a commencé par cela. En février-mars 2019, on a commencé à faire la demande de subvention. Novembre 2019, on a eu la signature de la convention d'attribution. Je vous fais pas le détail, mais donc les travaux ont commencé en septembre 2020. On a une problématique, c'est qu'on a une période de travaux qui est soit au printemps, soit à l'automne, mais en tout cas en hiver, on ne peut pas faire de travaux parce que c'est tout enneigé. Et puis l'été, il y a une trop forte fréquentation touristique, donc on ne peut pas faire de travaux non plus sur cette période. C'est pour ça qu'on a commencé à l'automne 2020. Donc, en décembre 2020, on a fait donc une vérification avec des travaux avec la DDT, la mairie et l'animatrice Natura 2000. Et en novembre 2021, donc on a eu le versement de la subvention à la mairie de Névache. Donc ça veut dire que c'est un projet qui s'est étalé donc de octobre 2018 à novembre 2021 pour le versement. Voilà, pour rappel, donc à l'époque, effectivement, c'était la DDT qui s'occupait encore du site Natura 2000 sur Névache. Alors, donc, pour ce qui est des partenaires, donc on a travaillé avec le CPIE Hauts-de-Durance, qui est une entreprise de travaux mais d'insertion sociale. Donc, voilà, on a travaillé avec les propriétaires des parcelles, des services de l'État pour la construction du contrat, du département parce que ce caillebotis s'ouvre sur une route départementale et bien sûr avec donc l'animatrice Natura 2000. Donc, le bilan de cette opération, c'est une satisfaction pour la mise en valeur de cet endroit par les habitants, mais aussi par les touristes qui peuvent désormais l'emprunter et avoir une meilleure connaissance du site qu'ils pratiquent. Et donc, on a eu une satisfaction parce qu'on a un grand festival qui s'appelle le Terre Sauvage Festival qui a lieu tous les 2 ans début juillet. Et donc, le festival s'est emparé de cet aménagement pour le mettre en valeur et apporter un plus et au territoire et au festival. Donc, on note effectivement la nécessité de la communication et on a essayé de le valoriser par les médias locaux et par l'Office du tourisme pour que ça soit plus qu'un aménagement, mais que ça soit un outil de communication autour de Natura 2000. Donc, ça, c'était notre premier contrat Natura 2000 sur le territoire. On en a fait 2 autres. Un autre sur une zone humide en altitude pour lequel on avait une fréquentation anarchique et en dehors du chemin existant. Donc, on a remis en place un pavage et ça nous a permis aussi de faire une nouvelle sensibilisation sur les zones humides qui sont très importantes sur notre espace.
Et puis, on a fait un autre contrat Natura 2000 pour lutter contre une espèce invasive qui s'appelle le Bunias d'Orient et qui menace les prairies de fauche du site Natura 2000. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été, c'est tout des aménagements que la commune aurait pu faire, mais il est vrai que Natura 2000 a vraiment été le moteur, je dirais, et nous a permis d'aller plus loin dans les aménagements et d'aller plus vite. C'est surtout, je dirais, grâce, mais vraiment là, j'insiste là-dessus, à l'animation Natura 2000 que la commune de Névache porte. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est la commune de Névache c'est la commune de Névache qui porte pour 5 communes, mais on est vraiment la structure animatrice. Et c'est vrai que j'insiste vraiment sur l'animation, parce que si on n'avait pas cette animation, eh bien, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait sur le site Natura 2000. Donc, j'ai bien entendu par rapport au cofinancement de l'animation. J'espère qu'elle va perdurer. J'espère qu'elle va être à 100%. Elle va rester à 100%. Parce que pour nous, petites communes, moi, ma commune, c'est 370 habitants. Donc, il est clair que si je n'avais pas les aides de l'Europe, je ne pourrais pas porter cette animation et ça serait vraiment dommageable. Et puis le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que ces webinaires sont vraiment sur la collaboration entre le président du comité de COPIL et l'animatrice et sur Nevache et le site Claré. Nous sommes un binôme qui fonctionne vraiment très bien, main dans la main. Et c'est grâce à ce binôme qu'on arrive à mettre en place ces contrats et aller beaucoup plus loin sur l'intégration de Natura 2000 sur le site et sa connaissance. Et voilà, c'est ce que je voulais vous apporter comme témoignage. Ben, je vous remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Léa, je sais pas si vous avez des remarques ou des questions dans le chat sur le contrat Natura 2000 qui a été mis en place. Alors non, il n'y a pas eu de questions sur cette expérience-là. Moi, je vous ai juste partagé effectivement sur cette expérience de la commune de Névache la belle histoire qui a été éditée aussi sur ce projet-là. Voilà, donc ça peut être aussi l'occasion de vous permettre d'approfondir un petit peu plus cette initiative. Bah, du coup, moi, je vais poser une question alors s'il y a, s'il y a pas de question dans le Vas-y, vas-y. Du coup, oui, Madame Chrétien, je voulais savoir comment ça s'était passé au niveau du conseil municipal, voilà, si ça avait été compliqué ou pas. Pardon, je zappe en même temps la diapositive. Si ça avait été compliqué ou pas d'avoir l'aval, en tout cas, du conseil municipal pour pouvoir déclencher l'autofinancement nécessaire aux travaux, ou s'ils étaient déjà convaincus de base par le projet. Alors, comme je vous ai indiqué, je pense que ça vient du fait que dans le conseil municipal, nous faisons partie bon, maintenant maire, mais avant j'étais adjointe, présidente du COPIL. C'est vrai que je porte cette thématique au sein de mon conseil et étant donné que l'animatrice est aussi basée sur Névache, les élus de Névache maintenant ont vraiment intégré le réseau Natura 2000 dans leur pensée et dans leur action. Et ce qui fait que pour moi, c'est beaucoup plus facile de porter ce message. Et donc, j'ai vraiment eu aucun problème
pour avoir un cofinancement de mon conseil sur cette action. Il voit bien tout le travail qu'on fait et le bienfait de ces actions. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème pour trouver le cofinancement de la part de Nevache. Jean-Luc, tu voulais intervenir? Bonjour Claudine, c'est Jean-Luc à l'appareil. Petite question, la même qu'Aurélie, mais par rapport aux autres communes qui sont sur le site Natura 2000. Bonjour Jean-Luc. Oui. Alors pour l'instant, c'est vrai que les actions, les deux aménagements, je dirais, ont été portés par la commune de Névache. Par contre, l'action sur la Bugnasse d'Orient, elle est portée sur une autre commune, donc la commune de Val-des-Prés, commune voisine à Névache. Et là, c'est pareil. L'animatrice étant vraiment une animatrice de terrain. Elle porte vraiment le site Natura 2000 sur le terrain. Il n'y a pas eu de souci au niveau de Val-des-Prés pour porter ce contrat et avoir les cofinancements par rapport à ce contrat. C'est vraiment, je pense, le fait que l'animatrice, elle est sur le terrain, elle est présente et elle va voir vraiment toutes les communes. Il y a vraiment une très bonne intégration et ce qui fait que les cofinancements sont vraiment facilités par rapport à ça. Eh bien, merci. Monsieur Villard qui a levé la main. Est-ce qu'il y a des agriculteurs sur le site Natura 2000 de Névache et comment perçoivent-ils l'action? Alors, on a très peu on a quasiment plus d'agriculture sur Névache. Dans ce marais, il y a quelques zones qui sont fauchées, mais pas vraiment à l'endroit où il y a le caillebotis. Sur l'aménagement à proprement parler, on ne peut pas dire que c'est empêcher ou c'est favoriser quelque chose par rapport à l'agriculture. Après, plus globalement, Val-des-Prés est une commune un peu plus agricole et donc l'animatrice Natura 2000 a vraiment une action pour remettre du dialogue qu'on avait peut-être un peu perdu entre l'agriculture et les communes, notamment parce qu'on a une forte pression touristique. Et donc, c'est vrai que l'agriculture était passée peut-être un peu en deuxième plan. Et donc, grâce notamment au MAEC, et on essaye de retrouver on essaye d'avoir de nouvelles actions auprès de l'agriculture. Et entre autres, je pense notamment aux prairies fauches et qui est concerné justement par le contrat Natura 2000 Bugnasse d'Orient qui commence à réduire justement cette action sur les prairies de fauche. J'ai une question qui est arrivée dans le chat concernant les actions de terrain de l'animatrice, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, donc en fait, moi, je lui ai demandé d'être assez présente sur le terrain. Donc, dans un premier temps, donc ça passe notamment beaucoup par des formations d'action auprès des mairies. Donc, régulièrement, elle va rendre de ses actions auprès des 5 mairies concernées. Là, je pense, par exemple, cet été, on a eu une éco-garde qui a été présente sur tout le site Natura 2000 et qui a eu une attention particulière sur une commune voisine à Névache qui est particulièrement impactée par le tourisme.
Et donc, elle est allée faire son rendu auprès du conseil municipal. Voilà. Sinon, elle a des actions, beaucoup d'actions auprès des offices du tourisme, des écoles. Tout ça s'est permis, ça a été intégré dans la convention Natura 2000 signée. Donc, c'est des actions très importantes qu'on mène régulièrement. Et puis, il y a des actions aussi de formation auprès, alors nous qui sommes territoire touristique, auprès des hébergeurs. Donc, on fait de la formation pour rappeler ce que c'est que Natura 2000, rappeler un petit peu toutes les actions qu'on mène. Donc, ça auprès des hébergeurs et auprès des services techniques de chaque commune et auprès des secrétaires de mairie parce qu'on estime que c'est des personnes qui font passer l'information et qui sont en contact direct avec la population. Donc, c'est vraiment des vecteurs d'information. Donc, c'est pour ça que régulièrement, on fait des formations, on organise des formations auprès de ces personnels pour qu'elles puissent diffuser l'information auprès de la population de nos communes concernées. Merci. Voilà. S'il y a d'autres questions, on les prendra en compte dans le compte-rendu. Là, je vous propose qu'on laisse la parole à la maire de la commune de Breuil-Magny et de son premier adjoint pour nous parler de l'utilisation qu'ils ont fait de la dotation biodiversité. Si vous êtes connecté, il me semble que oui. Bonjour Aurélie. Bonjour. Juste pour excuser Madame François qui a se libéré, donc Monsieur Perrineau va vous faire la présentation. D'accord. On vous écoute. Monsieur Perrineau, Merci. du coup, si vous pouvez vous présenter, un peu comme pour Madame Chrétien, présenter le site Natura 2000 et puis nous expliquer voilà, quelles actions vous avez menées avec la dotation. Donc, très bien, bonjour. Merci de nous laisser la parole. La zone, pour situer la commune de Breuil-Magny, c'est pas très compliqué. Vous êtes en dessous La Rochelle, au-dessus Rochefort, en face les îles d'Aix et d'Oléron. Et pour ceux qui auraient encore un doute, quand on est sur le site, on voit le Fort Boyard. C'est une région, c'est un site qui est situé dans un ancien golfe maritime où la mer s'est retirée. Au-delà de grandes plaines, de grands prés naturels. Les îlots représentent se présentent avec une grande hauteur de falaise, on le voit un peu sur la photo là, et un grand plateau calcaire derrière. Jusque dans les années 70, c'était exploité, géré par du pâturage extensif et par de l'écobuage. Les céréaliers sont accaparés du coteau, l'élevage a plus ou moins disparu, et le plateau a continué à être entretenu. En revanche, le coteau lui-même s'est fermé et a été embroussaillé, comme je ne sais pas si c'est très français, mais enfin c'est le terme que j'utilise. Donc on a assisté à une fermeture du coin. C'est un site qu'on a essayé de mettre en valeur depuis les années 90 avec l'aide du département. On avait planté une haie sur le haut du coteau, sur la crête, et on avait mis des panneaux d'information. En 2007, on a fait une convention avec la Fédération de chasse qui gère juste en dessous avec la CCA locale pour entretenir ce coteau. L'échange, c'était que s'ils nous aidaient à l'entretenir, on ne le mettait pas en opposition à la chasse. Ça n'a pas donné les fruits qu'on attendait. En 2017, le Conservatoire d'espaces naturels s'y est intéressé de par la biodiversité qui est présente sur la faune et la flore.
On a fait une convention de nouveau avec la Fédération de chasse. Ça, faute de moyens, ça n'a pas abouti. Donc, moyens techniques et financiers à chaque fois. En 2020, on a profité de l'opportunité du plan de relance pour répondre à un appel à projet qu'on pensait pouvoir mener. Le premier projet a été refusé, retoqué, parce qu'il était, à notre avis, pas assez important. Il rentrait pas dans le cadre de ce qui était proposé. Donc, on en a mené un deuxième avec le soutien de l'animatrice Natura 2000. Et ce projet a été retenu. Il s'agissait de renaturer le coteau. Donc, en fait, à quoi nous a servi la subvention? Ça nous a permis à reborner le terrain. Ça nous a permis de débroussailler de façon mécanique le terrain. Ensuite, on a fait poser une clôture tout le tour. Il y a environ 5000 mètres carrés, hein, je crois. Le but était, on avait au départ une convention avec une éleveuse de moutons locale qui voulait s'installer. Son projet n'a pas été mené à terme. Donc, on s'est orienté sur l'entretien et l'ouverture par de l'éco-pâturage. Bon, on a eu quelques sueurs froides parce que 8 jours après avoir installé les brebis, elles sont volatilisées. On les a retrouvées dans un pré-marais à 2 km du coin. C'est pas trop ce qui s'est passé. On les a mis un petit peu tardivement cette année, ce qui fait que ça n'a pas forcément totalement le rendu compte intéressant voulu. Donc, ça nous a amené à réétudier l'approche et on réintroduit des brebis et des boucs sur une période plus large également. Donc, ça nous permet également, le projet est également voulu avec une création de centres d'interprétation. Et voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était réouvrir ce coteau, qui soit toujours libre d'accès pour les administrés et les chasseurs également. Et pour l'instant, on est très satisfait de ce qui est fait et on est très reconnaissant de l'importance de la dotation de biodiversité. C'était quand même pour nous une dotation de l'ordre de 12 000 euros. C'est quand même pas rien. Et ça nous a permis, le projet lui-même faisait 51 000 euros de mémoire, 51 600 euros hors taxes qui ont été réinjectés localement, évidemment. Hein, ça nous a permis de faire le bornage, les travaux de clôture, le dépose de passage canadien, la conception et l'illustration des panneaux et l'éco-pâturage. Le départemental au titre des espaces naturels sensibles pour 8 500. Le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 10 200. Et la commune avait un apport à faire à hauteur de 12 000. La dotation correspondait pratiquement à l'euro près à l'apport de la commune. Et sans ça, on aurait eu du mal à le faire. Hein. On ne l'aurait certainement pas fait. Voilà. Merci pour votre partage, Léa. Aurélie, je crois que tu avais mis une deuxième photo avec les Ah oui, pardon, travaux. excuse-moi. Oui, bah carrément. Autant pour moi. Voilà, c'est un petit peu plus parlant. Les travaux, si tu veux Les travaux de mécanisé, la clôture posée en haut à gauche. Vous voyez qu'il y a quand même, on est à 30 mètres de haut à peu près, hein, quand même. Pour chez nous, c'est intéressant. Et puis en haut à droite, vous avez le résultat du passage des moutons. On voit le chemin qui commence à être fait. Merci. Quelqu'un c'est Alors, Alex. je vois une main levée, effectivement, mais sinon, dans le chat, je n'ai pas de questions en lien direct avec ce retour d'expérience. Alexandre? Oui, bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup, monsieur, de la présentation de cette action. J'avais une question pour vous en tant qu'élu. Est-ce que vous pouvez bien me confirmer que lors du budget donc, annuel des communes, de votre commune, le montant de la dotation biodiversité est bien inscrit en tant que justement dotation biodiversité? Et est-ce qu'il est justifié au titre, donc, en l'occurrence là, du site Natura 2000 sur lequel donc, votre commune est présente, ou non, il y a juste marqué dotation biodiversité? Non, il est bien individualisé, il est bien indexé en tant que dotation biodiversité. Et on essaie par ce projet notamment, mais par d'autres actions également, on essaie de le flécher, cette dotation, qu'elle soit utilisée prioritairement et je dirais exclusivement à des actions sur la biodiversité. Et si j'avais une remarque à faire, D'accord. je pense qu'on pourrait justement. Je trouve un petit peu dommage que les dotations soient laissées. Alors, c'est à la fois un avantage mais c'est aussi un On vous entend? inconvénient qu'elles soient laissées à la. Allô? Oui, ça coupe un Oui, petit ça a peu. coupé. On n'a pas entendu votre dernière Ça a phrase. coupé. Oui. La remarque, c'était de dire que c'était peut-être un peu dommage que les dotations biodiversité soient laissées à la libre disposition, sans aucun fléchage, sans aucune contrepartie. Là, puisqu'on répondait à un appel à projet, il n'y a pas de problème, ça a été fléché, mais euh, pour nous, ça peut dire, si on n'a pas d'appel à projet, on reçoit 12 000 euros et on en fait ce que l'on veut, quoi. Donc nous, on les cible, on les oriente sur ce projet-là, sur les copâturages, sur les réhabilitations de sentiers et autres. Mais on pourrait très bien acheter une voiture avec, quoi. Oui, je comprends. Merci de votre réponse en tout cas, monsieur. Merci. Effectivement, la remarque que vous venez de faire, c'est une remarque qui nous a été remontée par de nombreuses structures animatrices, notamment pour des communes qui perçoivent des dotations qui sont très importantes. Donc, après, effectivement, la dotation, elle est laissée à la libre utilisation des communes. Et c'est pour ça aussi que, avec l'augmentation aussi qui est prévue pour l'année prochaine, il va falloir qu'on mette aussi en place des actions de communication importantes sur le dispositif et aussi peut-être des mesures d'accompagnement des communes pour pouvoir les orienter sur l'utilisation de cette dotation sans qu'elle puisse être fléchée automatiquement sur la biodiversité. Donc peut-être on pourra aussi, voilà, par rapport aux structures animatrices au niveau national, nous proposer des outils de communication. Là, on avait fait une plaquette de présentation, mais il faudra peut-être organiser, peut-être à l'échelle, par les régions, hein, peut-être, ou avec la mission ou pas, mais des webinaires peut-être dédiés à la dotation biodiversité, ou peut-être même voir des journées d'information sur le terrain pour aller montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec cette dotation. Mais il va falloir en tout cas mettre un peu plus d'efforts sur la communication pour favoriser des projets pour la biodiversité, en tout cas. On a un début de réponse parce qu'à l'échelon de la communauté d'agglomération, on est en phase de mutualisation des dotations reçues par chaque commune, au moins en partie. Donc D'accord. on essaie de. Voilà. Ça, Je crois c'est Oui, bah ça, c'est des retours qui sont très, très intéressants. Effectivement, le fait de mutualiser la dotation à l'échelle de plusieurs communes, pardon, ça peut effectivement permettre d'avoir des projets un peu plus ambitieux en termes de biodiversité, mais ça peut également permettre peut-être d'embaucher aussi des renforts, soit temporaires, hein, par exemple pour des éco-gardes, ou des renforts sur l'animation Natura 2000. C'est aussi un des avantages de cette dotation, c'est que vous pouvez l'utiliser soit pour faire des investissements, mais soit aussi pour avoir du fonctionnement. Oui, Alexandre, tu as relevé la main, il me semble. Oui, je suis désolé. Pas de souci, il faut pas. Si je peux aussi parler bon, pour l'occasion de mon territoire, donc en Camargue, il y a donc sur ce territoire un millefeuille de zones de préservation. Je pense à une réserve de biosphère, un parc naturel régional et donc les sites Natura 2000 au titre donc de la directive Habitat et Oiseaux. Et des fois, donc, sous l'onglet dotation de biodiversité, les élus ne savent peut-être pas forcément dans quel cadre en fait ils
touchent cette dotation biodiversité. Donc peut-être préciser, ne serait-ce que le montant, par exemple, je sais pas moi, 20 000 euros pour Natura 2000 et 10 000 euros pour un PNR. Des fois, peut-être orienter grâce en fait sous quelle zone de protection la commune va percevoir cette dotation, ça pourrait déjà être intéressant. Après, nous, en tant qu'animateurs, nous le précisons en copie, bien évidemment, mais des fois, ça peut être intéressant. Merci. Jean-Luc, tu voulais intervenir? Pour apporter une réponse à Alexandre, alors je ne sais pas si toutes les préfectures le font, mais nous, dans notre département, chaque commune a reçu l'arrêté préfectoral qui dispatche la dotation avec une explication très claire et en ciblant, vous touchez tant au titre de Natura 2000 et vous touchez tant au titre des aménités rurales du fait que vous soyez dans un PNR. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les territoires, mais nous, à la commune, on a reçu ça de façon très claire et la dotation est clairement identifiée. Bien évidemment, elle ne vise pas, comme vous l'avez déjà dit, elle est libre d'utilisation pour les communes. D'accord, ok. Écoutez, je vous À, remercie de votre à précision. vérifier, à vérifier si chez vous c'est le cas, hein. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs. La question qui est posée aux élus qui sont dans le webinaire, là, vérifiez si dans vos préfectures on fait le même travail que chez nous. Ah Sur ben le, voilà, une réponse non en Val d'Oise. sur le 17, ce n'est pas le cas, hein. On Hmm. n'a pas d'informations en ce sens-là. D'accord. Après, c'est peut-être des messages à faire passer du coup au niveau préfectoral, peut-être par des élus. Je sais pas, enfin, nous, on n'a pas la main là-dessus. Mais en tout cas, je note qu'il y a une disparité sur le niveau d'information, en tout cas, qui est donné aux communes sur les montants qui sont touchés. Ouais. Pour établir ton P 503 ou je ne sais plus quoi là pour au niveau comptable, tu dois joindre avec ta demande de paiement ton titre demande de paiement de la subvention, tu dois joindre la lettre de la préfecture qui te l'attribue. Donc ça au moins toute commune l'a reçu normalement. Alors après ils ont peut-être pas un truc aussi clair dans le terme du détail quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur la dotation biodiversité vous Il y pouvez a eu aussi... des remarques quand Oui. on en parlait tout à l'heure qui étaient dans le même ordre d'idées, hein, cette question de fléchage et de disparité d'enveloppe. C'est quelque chose qui ressort aussi au niveau des échanges dans le chat. Je vois par contre que pas mal de monde commence à nous quitter, donc je pense que c'est peut-être le moment de conclure. Voilà, merci. Oui, merci Léa. Jean-Luc, je ne sais pas si tu veux conclure. Si c'est le cas, juste avant, je voulais remercier. C'est long, je vous invite tous à suivre l'actualité du réseau que Aurélie et Léa vous diffusent régulièrement, notamment pour certaines régions, mais encore faut-il que les gens y soient conviés. Mais on va faire un petit tour des régions de France avec Aurélie là, à partir de la semaine prochaine. On sera déjà en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est sur invitation de la région, je crois. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde puisse être convié à ces rencontres. Et puis, on vous tiendra au courant des prochains webinaires. Maintenant, ça va nous emmener en 2024. Hein. On a posé des premiers jalons pour le congrès des élus Natura 2000 et de la mission pour le mois de juin 2024, vraisemblablement sur le territoire du PNR des Ballons des Vosges. On attend encore des confirmations, mais notez dans votre agenda qu'on est susceptible de faire ce congrès au mois de juin 2024. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres infos à faire passer. Et puis, bien sûr, Aurélie vous fera passer dès qu'on a plus de données sur cette dotation biodiversité 2024. Mais tant que la loi de finances n'est pas passée et tant que les décrets ne sont pas pris, on n'en saura pas plus. Mais ça va arriver avant la fin de l'année, quoi qu'il arrive. Oui. Ah, il y a juste Monsieur Quéré qui a levé la main. Peut-être une toute dernière intervention. Oui, bonjour, Philippe Quéré, là, du grand site Cap d'Arqui-Caprel, et également animateur Natura 2000. Je souhaitais également réagir sur un point. Il y a une particularité des communes littorales, à savoir que leur action ne se limite pas à leur périmètre terrestre, mais qu'elles ont aussi intervention sur le domaine maritime. Et quelque part, c'est un point qui est
sous-estimé quelque part dans cette réflexion de dotation biodiversité, parce qu'en fait, le territoire d'intervention des communes littorales est classiquement toujours beaucoup plus grand que le périmètre cadastral en réalité. Effectivement, bah là, je ne vais pas pouvoir vous répondre comme ça sur le fait que la dotation elle soit que sur la partie terrestre. C'est peut-être. Voilà, je vais creuser le sujet. Parce que là, je n'ai pas la réponse, mais on peut creuser la question en tout cas pour voir effectivement pourquoi ça concerne que la partie terrestre. Sauf si la personne du ministère est toujours là et qu'elle a la réponse. Mais effectivement, comme on a déjà un peu dépassé le temps, je propose qu'on retienne la question et qu'on vous réponde un peu plus tard, si ça vous convient comme ça. Parfait, merci. Merci. Et ben, du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier Léa aussi pour avoir géré le chat. Et puis, voilà, on vous enverra, comme l'a dit Jean-Luc, d'autres informations, soit sous forme de mail ou soit avec aussi la lettre des élus qui devrait sortir au mois de décembre. Et puis d'ici là, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un des mails avec des problématiques, vos besoins. Et voilà, on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Merci à tous et eh bien, je vous dis à une prochaine fois.